Dans le tumulte discret de l'aéroport Charles de Gaulle, sous les néons blafards du terminal 2E, une voix tranchante perça l'air comme une lame fine. « Vous n'êtes pas censé être ici », lança l'hôtesse de l'air, sans baisser le ton, sans un regard d'excuse. Ces mots, durs et froids, s'adressaient à un garçon de 12 ans, Adrien, dont le poignet frêle fut saisi avec une fermeté qui ne laissait place à aucune discussion. Sophie, l'hôtesse, grande et élancée dans son uniforme bleu marine impeccablement repassé, le tira hors de la file d'embarquement pour la première classe, comme on arrache une mauvaise herbe d'un jardin trop bien entretenu. Les passagers autour, alignés comme des statues dans la queue du vol Air France 4582 à destination de Nice, tournèrent la tête. Certains levèrent un sourcil, d'autres détournèrent les yeux, mais aucun ne prononça un mot. « Il a dû se faufiler », murmura une voix anonyme dans la foule, à peine audible, comme un écho de préjugés. La porte 18 s'immobilisa dans un silence pesant. Un silence qui semblait juger sans parler. Adrien, petit dans son sweat gris à capuche, son sac à dos glissant d'une épaule, ne dit rien. Ses doigts serraient un billet d'embarquement marqué 2A, première classe, un rectangle de papier qui aurait dû suffire à prouver sa place. Mais cela n'avait pas d'importance pour Sophie. « Vous serez à l'arrière », lâcha-t-elle en relâchant son poignet, comme si elle se débarrassait d'un objet encombrant. « Siège 36B, dernière rangée ». Elle prononça ces mots comme une sentence, un verdict sans appel. Adrien ne protesta pas. Il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, une fois, ramassa son sac et s'éloigna, silhouette discrète glissant comme une ombre sous une porte. Personne ne l'arrêta, ni l'agent d'embarquement, qui tapotait distraitement sur son écran, ni l'homme d'affaires en costume 3 pièces qui ajusta ses lunettes sans un regard, ni la femme qui serra son sac à main contre elle, comme si Adrien était une menace. Mais dans la poche d'Adrien, invisible aux yeux de tous, se trouvait quelque chose que Sophie n'avait pas vu. Une carte plate, d'un gris ardoise, sans logo, sans code-barre, portant simplement une inscription gravée en lettres dorées. Drapeau miroir, accès délégué, niveau 1. Sa mère adoptive, Élise, lui avait dit un jour, d'une voix douce mais ferme, « Tu n'auras pas besoin de crier, le système parlera pour toi. » Et maintenant, il allait parler. Adrien ne cherchait pas la vengeance. Il voulait seulement s'asseoir là où son billet disait qu'il avait le droit d'être. Et dans quelques minutes, toute la compagnie aérienne regretterait d'avoir touché au garçon du siège 2A. La maison d'Adrien, nichée dans une ruelle calme de Montmartre, sentait toujours le bois de santal et le papier ancien. Même après le départ d'Élise, il jurait encore sentir des traces de son parfum, subtil, propre, presque comme du cèdre. C'était elle, Élise, dans toute sa discrétion élégante. Rien de bruyant, rien de désordonné. Élise n'était pas seulement sa mère adoptive. Elle était la directrice d'Equiff Trust, une organisation discrète mais redoutée qui auditait en silence les pratiques éthiques des compagnies aériennes, veillant sur ceux qui étaient trop petits ou trop silencieux pour se défendre seuls. Elle ne croyait ni aux caméras ni aux gros titres. Elle croyait aux données, aux politiques, à l'héritage. Adrien avait l'habitude de s'asseoir près de la porte de son bureau, les genoux repliés contre la poitrine, la regardant feuilleter des journaux de bord et des tableaux de bord, éthiques comme s'il s'agissait d'histoires pour enfants. « Ils ne te verront jamais arriver », murmurait-elle souvent avec un sourire en coin. Et c'est ce qui fait fonctionner le système. Un mois avant son décès, Élise lui avait tendu une enveloppe grise, sans ruban, sans explication, juste avec un regard calme et assuré. « Seulement si c'est juste », avait-elle dit, « et seulement s'il ne te laisse pas le choix. » À l'intérieur se trouvait la carte drapeau miroir, celle que tous les cadres des compagnies aériennes d'Europe redoutaient en secret. Elle n'ouvrait pas les portes du pouvoir. Elle ouvrait celles de la vérité, en temps réel, à travers tous les flux de données, révélant des schémas que l'industrie essayait d'enterrer. Élise lui avait appris à reconnaître ces schémas, à voir ce que l'injustice avait de plus discret. Et elle lui faisait confiance pour savoir quand le silence était allé trop loin. À la porte 18, Adrien entendait encore la voix d'Élise dans sa tête. « Ne te bats pas pour être vu. » Fais en sorte qu'il regrette d'avoir détourné le regard. Maintenant, relégué à une rangée où il n'aurait jamais dû être, avec un billet d'embarquement qui ne comptait plus, Adrien n'avait pas besoin de crier. La carte dans sa poche parlait plus fort que lui. Le trajet de la première classe à l'arrière de l'avion semblait plus long que la piste dehors. Adrien gardait la tête baissée, ses baskets glissant, sans bruit sur la moquette. Il sentait le poids des regards. Pas de pitié. Juste du silence. Les gens s'agitaient sur leurs sièges, évitaient ses yeux, soudain absorbés par les tablettes ou les ceintures de sécurité,
comme si Adrien était une erreur que la compagnie voulait corriger en douce. 36B, marmonna Sophie, pointant du doigt. C'était la dernière rangée, juste avant les toilettes. Pas de hublot, pas d'accoudoir, et deux inconnus déjà installés. Excusez-moi, dit Adrien doucement. La femme assise côté couloir, une dame âgée aux cheveux argentés soigneusement coiffés, Madame Claire, leva les yeux et lui offrit un sourire chaleureux, décalant légèrement ses jambes pour le laisser passer. L'homme près du mur, Monsieur Dupont, un entrepreneur en costume gris anthracite, soupira légèrement, se déplaçant à peine pour lui faire de la place. Adrien se glissa dans le siège étroit, son sac à dos serré contre sa poitrine comme un bouclier. L'air semblait plus froid ici, pas en température, mais en énergie. Personne ne lui demanda s'il allait bien. Personne ne s'interrogea sur la présence d'un enfant avec une étiquette de priorité dans cette rangée oubliée. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Ce n'était pas nouveau. Il avait déjà vu cela dans les supermarchés, les salles d'attente, même à l'école. Les gens regardent un enfant discret et supposent que le problème vient de lui. Élise appelait cela le coup de l'invisibilité. Elle lui avait appris à ne pas se battre pour prendre de la place, mais à faire en sorte que l'espace réagisse. Adrien baissa les yeux sur son sac. À l'intérieur, sous une poche zippée, reposait la carte, grise, silencieuse, attendant. Ses doigts l'effleurèrent une fois, comme une promesse. Il l'avait déplacée, il l'avait ignorée, mais il n'avait pas réalisé ce qu'il venait d'activer. Pas encore. Il prit une lente inspiration, ferma les yeux et murmura mentalement les 6 chiffres qui résonnaient dans sa tête. 4, 4, 6, 9, 1, 2. Pas encore, mais bientôt. La tablette de son siège, 36B, ne se verrouillait pas. Elle pendait à moitié, comme une promesse brisée. Adrien ne s'embêta pas à essayer de la réparer. Il garda les coudes serrés contre son corps, son sac coincé entre ses genoux comme une ancre. Il jeta un coup d'œil dans l'allée. Sophie, l'hôtesse qu'il avait arrachée du siège 2A, riait avec un passager 2 rangées devant, comme si rien ne s'était passé. Adrien glissa une main dans son sac. Sous une bouteille d'eau et un exemplaire de la vie secrète des systèmes, il déballa un petit paquet enveloppé de tissu. La carte drapeau miroir, ternie par les empreintes, sans logo, portait simplement les mots gravés. Accès délégué, niveau 1. Élise l'avait appelée « la dernière porte ». La plupart des compagnies aériennes ne croyaient même pas en son existence. Seules 3 personnes avaient le pouvoir de l'activer. Elle en faisait partie, et maintenant, lui aussi. Adrien prit une inspiration. Il inséra la carte dans le port latéral de sa petite tablette personnelle. L'écran vacilla, s'assombrit, puis devint noir. Une invite clignotante apparut. Authentifier le déclencheur de violation. Cela initiera une exposition éthique en temps réel sur tous les réseaux connectés. Il hésita, non pas par doute, mais parce qu'il savait qu'une fois lancé, il n'y avait pas de retour en arrière. Il tapa oui. L'écran afficha une nouvelle invite. Entrez la clé de protocole à 6 chiffres. Ses doigts bougèrent lentement. 4, 4, 6, 9, 1, 2. Aucun son, aucune alarme, juste une barre blanche discrète en bas de l'écran. Drapeau miroir activé. Surveillance initiée. Il referma la tablette, la glissa dans son sac. Personne n'avait rien vu, personne ne lui avait jeté un regard, mais le système l'avait entendu. Et dans quelques minutes, il commencerait à répondre, plus fort que n'importe quelle voix que Sophie pourrait jamais élever. À cet instant, rien ne se passa. Pas de bip, pas de lumière clignotante, pas d'alerte dramatique, juste le bourdonnement doux des moteurs et le cliquetis occasionnel d'un gobelet en plastique. Un bébé 2 rangées plus loin se mit à pleurer. Un homme en 7C ajusta sa montre. Adrien ne bougea pas. Il resta assis, immobile, en 36B, les yeux fixés devant lui, les mains sur les genoux, comme s'il n'avait rien à dire. Mais le système, lui, avait commencé à écouter. Dans le cockpit, la tablette du copilote se figea brièvement pendant une mise à jour météo. « Étrange », marmonna-t-il en tapotant l'écran. Ça ne chargeait pas. Puis un nouvel écran apparut. « Examen éthique en cours. Vol 4500. 82. Source du déclencheur vérifiée. » À l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, un agent d'embarquement fronça les sourcils en regardant son écran. La carte des sièges pour le vol 4582 clignotait en gris, indisponible. Le système refusait d'assigner des sièges. Elle redémarra 2 fois. Rien. À Oslo, au centre de données d'Equife Trust, des lignes rouges commencèrent à clignoter sur le tableau de bord ESG. Le ratio de discrimination dans l'attribution des sièges
bondit de 38% au-dessus de la normale. Un en-tête clignotant apparut. Violation drapeau miroir. Sévérité niveau 1. Action externe recommandée. À Paris, au siège d'Air France, le responsable de la conformité ouvrit sa console éthique et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Toutes les données du vol passèrent en mode de divulgation en direct. Chaque décision, chaque changement de siège, chaque override, désormais visible pour les régulateurs en temps réel. Sophie, à bord, tapota sa tablette, qui vacilla. Son sourire s'effaça. Elle tapa encore, plus fort. « Pourquoi ma liste de passagers est-elle grisée ?» murmura-t-elle. Personne ne répondit. À côté d'Adrien, Madame Claire, la dame âgée, remarqua son silence. « Tout va bien, mon petit ?» demanda-t-elle doucement, sa voix portant la chaleur d'une grand-mère qui avait vu bien des injustices. Adrien hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, madame. » « Merci. » Elle tapota son bras avec une tendresse maternelle, mais ses yeux trahissaient une compréhension plus profonde, comme si elle savait qu'il portait plus que son sac à dos. Monsieur Dupont, de l'autre côté, grogna en feuilletant un magazine économique, lançant un regard dédaigneux à Adrien, comme si un enfant en Suède n'avait rien à faire dans un avion de cette classe, même à l'arrière. Mais Adrien ne s'en souciait pas. Il savait ce que la carte avait déclenché. Il savait que le silence qu'il portait était sur le point de devenir assourdissant. Dans les minutes qui suivirent, les murmures du système s'amplifièrent. À Paris, un gestionnaire de risque d'Air France renversa son café en voyant l'alerte sur son écran. Protocole drapeau miroir activé. Exposition éthique en direct initiée. À Oslo, les analystes d'Equiv Trust virent les données affluer. 80% des enfants déplacés des sièges premium au cours des 90 derniers jours étaient issus de l'immigration ou de minorités visibles. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, implacables. À bord, les passagers commencèrent à ressentir une tension diffuse. Un homme d'affaires en 2D, retirant ses écouteurs anti-bruit, fronça les sourcils en regardant son téléphone. « Pas de signal ? Je croyais que cet avion avait le Wi-Fi, marmonna-t-il. Une jeune femme, 2 rangées derrière, actualisa l'application Air France. Rien ne chargeait, juste un écran blanc avec une roue qui tournait. Puis vint une notification, malgré le mode avion, protocole drapeau miroir. Examen éthique des passagers en cours. Les téléphones vibraient, les murmures grandissaient. « Regardez ça !» dit un passager, montrant son écran. 3 compagnies aériennes viennent de geler leur compte ESG en plein vol. Sophie pâlit. Elle échangea un regard avec un autre membre d'équipage, Carlos, un jeune steward nerveux. « Ma tablette est bloquée aussi !» murmura-t-il. « Ça dit, mode éthique en direct ?» Sophie ne répondit pas. Ses yeux balayèrent la cabine, s'arrêtant sur Adrien, en 36B, capuche légèrement relevée, immobile contre le mur sans hublot. Son calme, presque surnaturel, la déstabilisa plus que n'importe quelle turbulence. Adrien, lui, restait immobile, les mains croisées sur son sac. Il n'avait pas besoin de regarder Sophie. Il n'avait pas besoin de vérifier les écrans. Il savait que le système parlait pour lui, comme Élise l'avait promis. Dans sa tête, ces mots résonnaient encore, faisant en sorte qu'il regrette d'avoir détourné le regard. Et à cet instant, alors que les moteurs vrombissaient et que les premières secousses de la montée secouaient l'avion, il savait que le regard de tous commençait à se tourner vers lui. Pas encore directement, pas encore avec compréhension, mais il le sentait. Le silence qu'il avait toujours porté comme un fardeau devenait une arme. Et dans quelques minutes, il ne serait plus seulement le garçon du siège 36B. Il serait celui qui avait fait trembler un géant. Dans l'ombre feutrée du siège 2A, Claire Dubois restait immobile, son regard fixé sur les nuages qui dansaient sous l'aile de l'avion Air Étoile. La cabine, autrefois baignée d'une arrogance confortable, vibrait désormais d'une tension palpable. Les murmures des passagers, les tintements des verres de champagne, tout s'était tu, remplacé par un silence inquiet, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À l'arrière, dans la cuisine de l'équipage, Sophie Martin, l'hôtesse à l'origine de l'affront, riait encore, inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. Mais au siège d'Éthique-Ciel, à Paris, les écrans clignotaient frénétiquement, et les cadres supérieurs d'Air Étoile, à des milliers de kilomètres, sentaient leur téléphone vibrer d'alerte urgente. Claire, elle, n'avait rien fait d'autre qu'appuyer sur un bouton. Un seul. Et pourtant, ce simple geste avait mis en pause 92 vols, figé des hubs entiers, et fait trembler une compagnie aérienne. Elle n'était pas une passagère ordinaire. Elle était la créatrice d'Éthique-Ciel, le système qui régissait les autorisations de vol, une femme dont le pouvoir ne se mesurait pas en cris ou en gestes ostentatoires, mais en lignes de code et en principes inflexibles.
Ce pouvoir, invisible aux yeux des autres, était sur le point de réécrire les règles du ciel. Dans le cockpit, le commandant, Philippe Renaud, un vétéran grisonnant de l'aviation, fixait l'écran de contrôle avec une incrédulité croissante. « C'est elle », murmura le copilote, un jeune homme nerveux nommé Antoine. Claire Dubois. Ses identifiants sont confirmés. Code Racine R. Jeune Peu. Elle contrôle une partie du système étixiel. Philippe se passa une main sur le front, comme pour chasser un mauvais rêve. Vous voulez dire que la femme que Sophie a giflée peut bloquer nos routes aériennes? Antoine hocha la tête, sa voix tremblante. Pas seulement les nôtres, commandant. Tout le réseau. Si elle active un niveau 2, on ne décollera plus de sitôt. Philippe jura à voix basse, un mot rare pour un homme habitué à garder son calme. Il se tourna vers l'écran de surveillance de la cabine. Claire, toujours au siège 2A, était là, immobile, son manteau gris soigneusement plié sur ses genoux, ses yeux clos comme si elle méditait. Elle ne semblait ni en colère ni triomphante, juste présente, une présence qui pesait plus lourd que les moteurs de l'avion. « Il faut agir », dit Philippe. Maintenant. Pendant ce temps, à Roissy-Charles de Gaulle, le centre de contrôle d'Air Étoile était en ébullition. Marc, un technicien au sol, fixait son écran, où une alerte rouge clignotait sans relâche. Grève éthique, vol 847, anomalie signalée, code Racine CD. Il relut le message, incrédule, puis appela son supérieur, un homme bedonnant nommé Gilles. « Monsieur, c'est sérieux. Le code vient de Claire Dubois. » La Claire Dubois, Gilles, qui sirotait un café tiède, manqua de s'étouffer. La fondatrice d'Étixiel? Celle qui a conçu le système? Marc hocha la tête. Elle est sur le vol 847. Et elle a activé une grève éthique de niveau 1. Gilles reposa sa tasse, le visage blême. Combien de vols sont touchés? Marc consulta son écran. 92 pour l'instant. Et ça s'étend. Les hubs de Lyon, Toulouse et Nice signalent des retards. Les jets privés sont cloués au sol à Genève et à Londres. Gilles se leva d'un bond. Appelez le siège. Tout de suite. Nafowo. Au siège d'Air Étoile, à Paris, l'ambiance était tout aussi chaotique. Dans une salle de réunion vitrée, une demi-douzaine de cadres supérieurs, tous en costumes impeccables, fixaient leur téléphone comme s'ils pouvaient conjurer l'alerte par la seule force de leur volonté. Isabelle Morel, la directrice des opérations, tapa du poing sur la table. Comment a-t-on pu laisser ça arriver? Une passagère giflée en première classe, par une hôtesse? Elle se tourna vers le responsable des ressources humaines, un homme nerveux nommé Laurent. Qui est cette Claire Dubois, et pourquoi son nom fait trembler tout le monde? Laurent, les mains tremblantes, ouvrit une tablette et fit défiler un dossier. Claire Dubois, 62 ans, ingénieure en informatique, née à Rouen. Elle a fondé Étixiel il y a 30 ans, après avoir travaillé pour l'autorité de l'aviation civile. Elle a conçu le système qui gère les autorisations de vol pour toutes les compagnies affiliées. Elle détient une part majoritaire du consortium technologique qui le contrôle. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Isabelle cligna des yeux. « Vous voulez dire qu'elle peut littéralement arrêter nos avions ?» Laurent hocha la tête. « Et pas seulement les nôtres, toute compagnie utilisant Étixiel. Si elle passe au niveau 2, on risque une suspension fédérale. » À bord du vol 847, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Sophie Martin, toujours ignorante de la gravité de son acte, continuait de servir des amuse-bouches aux passagers des premières rangées, son sourire professionnel intact. Mais Julien, le jeune steward, était de plus en plus agité. Il s'approcha de Sophie dans la cuisine de l'équipage, sa tablette à la main. « Sophie, il faut que tu vois ça. » La passagère en 2A, son nom est marqué d'un code prioritaire. Airgun P. Ça veut dire quelque chose de grave. Sophie haussa les épaules, agacée. C'est juste une vieille dame qui s'est trompée de classe. Elle n'a rien à faire ici. Julien insista, sa voix tremblante. Non, Sophie, ce n'est pas une erreur. Elle est importante, vraiment importante. Sophie éclata d'un rire sec. Importante? Avec ce manteau qui sent la naphtaline? Allons, Julien, retourne à ton poste. Mais Julien ne bougea pas. Il savait, au fond de lui, que quelque chose d'énorme se tramait. Dans la cabine, les passagers commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. Monsieur Delacroix, l'homme d'affaires en costume gris, tapait frénétiquement sur son téléphone, consultant les alertes de vol. « Pourquoi sommes-nous toujours en attente ?» murmura-t-il à sa voisine, la femme aux lunettes de soleil. « J'ai une réunion à Paris dans 3 heures. » Sa voisine haussa les épaules, mais son regard glissa vers Claire, qui restait silencieuse, presque invisible. Amélie, la jeune femme à la tablette, avait retiré ses écouteurs. Elle avait entendu les murmures, capté les regards. Discrètement,
Elle tapa le nom Claire Dubois sur son moteur de recherche. Une série d'articles apparut. La femme qui a réécrit l'éthique de l'aviation, l'ingénieure normande derrière Éthique-Ciel, une révolution silencieuse dans les cieux. Amélie écarquilla les yeux. Elle se pencha vers sa voisine, une adolescente nommée Léa, qui voyageait seule pour la première fois. « Tu sais qui est la dame en 2A » murmura-t-elle. Léa, intriguée, secoua la tête. Amélie lui tendit son écran. Elle a créé le système qui contrôle les vols, et je crois qu'elle vient de le bloquer. Léa, une jeune fille de 16 ans aux cheveux tressés, lut l'article, ses yeux s'illuminant d'admiration. « Elle a l'air incroyable », souffla-t-elle. Flashback. 30 ans plus tôt, Claire Dubois, alors une jeune ingénieure fraîchement diplômée, travaillait dans un petit bureau à Rouen. Fille d'un ouvrier et d'une couturière, elle avait grandi dans l'ombre des falaises normandes, où les rêves d'aviation semblaient aussi lointains que les étoiles. Mais Claire avait une obsession: rendre les cieux justes. À l'époque, les plaintes des passagers, discrimination, mauvais traitement, abus de pouvoir, étaient balayées sous le tapis par les compagnies aériennes. Claire, avec son esprit méthodique et sa détermination tranquille, avait décidé de changer cela. Elle avait passé des nuits blanches à coder, à concevoir un système qui lierait chaque vol à un score éthique, un système où les compagnies seraient tenues responsables de leurs actes. Éthique-Ciel était né dans un garage, financé par ses maigres économies et soutenu par un professeur d'université qui croyait en elle. Aujourd'hui, ce système était le cœur battant de l'aviation mondiale, un réseau invisible qui surveillait chaque vol, chaque équipage, chaque interaction. Mais Claire n'avait jamais cherché la gloire. Elle préférait l'ombre, les réunions discrètes, les améliorations silencieuses, jusqu'à ce vol où l'ombre s'était transformée en lumière. De retour dans la cabine, le commandant Philippe Renaud prit une décision. Il déboucla sa ceinture, ajusta sa casquette et quitta le cockpit. Les passagers levèrent les yeux, surpris. Un commandant qui sortait en plein vol était rare. Il s'arrêta devant le siège 2A, son visage grave mais respectueux. « Madame Dubois » dit-il, sa voix portant à travers la cabine. « Au nom d'Air Étoile, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Cela ne reflète pas nos valeurs. » Sophie, qui préparait un plateau de snacks à l'avant, se retourna, perplexe. « Des excuses? Pourquoi » demanda-t-elle. « Assez fort pour que tout le monde l'entende. » Philippe serra la mâchoire. « Nous sommes sous un examen éthique fédéral, » répondit-il, sans la regarder. « À cause de votre comportement. » Sophie blêmit. « À cause d'elle » lança-t-elle, pointant Claire du doigt. « Cette femme » Philippe ne répondit pas. Il se tourna à nouveau vers Claire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. » Claire ouvrit les yeux. Son regard clair et direct. « Commencez par dire à votre équipage qui je suis, » répondit-elle, sa voix douce mais inflexible. Un murmure parcourut la cabine. « Qui je suis » Ces mots résonnèrent comme une sentence. Monsieur Delacroix, l'homme d'affaires, tapa à nouveau sur son téléphone. Une recherche rapide, une photo en noir et blanc apparut. Claire Dubois, lors d'une conférence à Genève, il y a 10 ans. La femme qui a réécrit l'éthique de l'aviation. Il pâlit. « C'est elle » murmura-t-il à sa voisine. Elle dirige Éthique-Ciel. La femme aux lunettes de soleil baissa son magazine, incrédule. « Vous voulez dire qu'elle peut arrêter nos vols ?» À quelques sièges de là, Amélie, galvanisée, commença à taper sur sa tablette. Elle ouvrit son compte sur les réseaux sociaux et posta. Sur le vol 847, une femme incroyable vient de tenir tête à une hôtesse injuste. Elle s'appelle Claire Dubois et elle contrôle le ciel. Éthique-Ciel. Le message, accompagné d'une photo floue de Claire, prise discrètement, devint viral en quelques minutes. Léa, l'adolescente, lut le post et sourit. « Elle est comme une super-héroïne » murmura-t-elle. Amélie hocha la tête. « Une super-héroïne qui n'a pas besoin de cap. » Au siège d'Air Étoile, la panique montait. Isabelle Morel reçut un appel de l'autorité de l'aviation civile. « Vous avez 2 heures pour répondre à la grève éthique », dit une voix froide au bout du fil. « Sinon, vos autorisations de vol international seront suspendues. » Isabelle raccrocha, le visage livide. Elle se tourna vers Laurent. « Trouvez-moi tout ce qu'on a sur Claire Dubois. » Et préparez une réunion d'urgence avec le PDG. À bord, Sophie commençait à sentir la pression. Julien, le jeune steward, lui montra sa tablette. « Sophie, c'est partout sur les réseaux. Les gens parlent d'elle. Ils disent qu'elle a le pouvoir de fermer la compagnie. » Sophie éclata d'un rire nerveux. « Ridicule. Elle n'est qu'une vieille femme en cardigan.
Mais son rire s'éteignit lorsqu'elle vit le regard de Julien. Il n'y avait plus de doute. Elle avait fait une erreur. Une erreur monumentale. Claire, elle, restait calme. Elle sortit un carnet de son sac, un vieux carnet en cuir où elle notait des idées, des pensées, des bribes de code. Elle écrivit une phrase. Le pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la responsabilité. Puis elle referma le carnet et regarda par la fenêtre. Elle ne voulait pas détruire Air-Étoile, elle voulait le réparer. Mais pour cela, il devait comprendre. Comprendre qu'une gifle n'était pas juste un geste, c'était un symptôme d'un système qui tolérait l'arrogance, qui fermait les yeux sur l'injustice, qui jugeait les gens sur leur apparence plutôt que sur leur humanité. Claire avait passé sa vie à combattre ce système, et aujourd'hui, elle allait lui donner une leçon. Dans la cabine, Amélie continuait de poster sur les réseaux sociaux, ses messages attirant des milliers de réactions. Éthixiel devint un hashtag tendance. Léa, inspirée, griffonna une note sur son carnet. « Je veux être comme elle un jour. Une femme qui change les choses. » À l'arrière, Julien murmura à un autre steward. « On est dans le pétrin. » Sophie, pour la première fois, sentit une goutte de sueur perler sur son front. Elle s'approcha de Claire, hésitante. Mais avant qu'elle ne puisse parler, l'intercom grésilla à nouveau. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous amorçons notre descente vers Paris. Veuillez regagner vos sièges. » Claire boucla sa ceinture, son visage toujours impassible. Mais à l'intérieur, elle savait que ce n'était que le début. Le vrai combat commencerait au sol. Là où les systèmes se réécrivent. Là où les cieux apprennent à respecter ceux qu'ils transportent. L'avion d'Air France 4582 entama sa descente vers Nice, glissant à travers les nuages cotonneux qui s'effilochaient au-dessus de la Côte d'Azur. À l'intérieur de la cabine, l'atmosphère était lourde, saturée d'une tension palpable, comme si chaque passager retenait son souffle. Les ceintures de sécurité cliquetaient nerveusement, les regards s'échangeaient à la dérobée, et les écrans des tablettes personnelles clignotaient toujours avec des messages énigmatiques, protocole drapeau miroir actif, audit éthique en temps réel. Sophie, l'hôtesse qui avait relégué Adrien, au siège 36B, se tenait près du galet, ses mains crispées sur le bord d'un chariot. Elle évitait de regarder vers l'arrière de l'avion, mais elle sentait, comme une pression invisible, le poids du garçon qu'elle avait déplacé. Les notifications continuaient d'affluer sur les téléphones des passagers, brisant le silence du mode avion. Une femme en 3C, Madame Fournier, murmura à son mari « Tu crois que c'est à cause de lui, le garçon qu'ils ont mis à l'arrière ?» Son mari, Paul, haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante. Peut être. Mais comment un gamin pourrait-il causer tout ça? À l'arrière, en 36B, Adrien restait immobile, son sac à dos serré contre sa poitrine, son visage calme, presque détaché. Il n'avait pas besoin de vérifier les écrans ou d'écouter les murmures. Il savait que le système qu'il avait activé parlait pour lui, plus fort qu'aucune voix humaine ne pourrait jamais le faire. L'annonce du commandant, capitaine Martin, brisa le silence, mais sa voix était tendue, dénuée de la chaleur habituelle des messages en vol. « Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à un terminal isolé. Veuillez rester assis jusqu'à nouvel ordre. Ne quittez pas vos sièges avant instruction. » Les passagers échangèrent des regards, certains perplexes, d'autres nerveux. À travers les hublots, quelques-uns aperçurent des silhouettes inhabituelles sur le tarmac. 3 SUV noirs, l'un arborant une plaque gouvernementale, un autre sans marquage, et 2 hommes en costume sombre tenant des tablettes, postés près du jet bridge. En 5C, Camille, l'étudiante en architecture, chuchota à son voisin, « Monsieur Roche. Ça ressemble à une opération officielle. Vous pensez que c'est lié à ce qui se passe? » « Je crois que ce garçon, là-bas, n'est pas n'importe qui, » répondit-il, sa voix basse, mais assurée. À côté d'Adrien, Madame Claire, la dame âgée aux cheveux argentés, posa son tricot et lui tapota doucement le bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon petit, » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. Adrien hocha la tête. Un sourire timide aux lèvres. « Merci, madame, » répondit-il doucement, sa voix à peine audible. De l'autre côté, Monsieur Dupont, l'entrepreneur en costume gris, avait abandonné son magazine. Il observait Adrien avec une curiosité nouvelle, teintée d'un respect qu'il n'aurait jamais cru accorder à un enfant. « Tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix plus douce, presque admirative. Adrien ne répondit pas, mais son regard croisa celui de Dupont, et pour la première fois, l'homme d'affaires se sentit petit face à ce garçon en sweat. Lorsque l'avion s'immobilisa au terminal 43B, un gate isolé réservé aux arrivées sous contrôle, un silence lourd s'installa. Les portes restèrent closes, les hôtesses figées près du galet,
comme si elles savaient que l'autorité ne leur appartenait plus. Puis, une voix claire et ferme retentit dans la cabine, diffusée par les haut-parleurs. « Passager Adrien Duval, veuillez rester assis. Une équipe de la division éthique de l'autorité de l'aviation civile va monter à bord. » Les têtes se tournèrent. Les murmures s'intensifièrent. Les passagers s'écartèrent instinctivement, comme s'ils comprenaient que le garçon en 36B était désormais le centre de gravité de cette histoire. Sophie, pâle, s'appuya contre un mur, ses yeux fixés sur Adrien. Pour la première fois, elle le voyait vraiment, non comme une erreur à corriger, mais comme une force qu'elle n'avait pas anticipée. Carlos, le jeune steward, murmura à son oreille. « C'est lui, le gamin ?» Sophie ne répondit pas, mais son silence parlait pour elle. Les portes s'ouvrirent, et 2 agents de l'autorité de l'aviation civile, en costumes impeccables, montèrent à bord. La première, une femme d'une quarantaine d'années nommée Madame Lefort, s'avança avec une autorité calme. Elle s'arrêta au milieu de l'allée, son regard balayant la cabine avant de se poser sur Adrien. « Monsieur Duval, dit-elle, sa voix respectueuse mais ferme, nous avons examiné les données. La violation est confirmée, catégorie 1. Vous avez agi dans le cadre du protocole. Nous apprécions votre clarté. » Adrien hocha la tête, une fois. Sans un mot, il se leva, passa une bretelle de son sac à dos sur une épaule, puis l'autre, ajusta son sweat et avança dans l'allée. Chaque pas résonnait dans le silence de la cabine, chaque regard suivait sa silhouette frêle, mais indéniablement puissante. Il passa devant Sophie, sans la regarder, mais elle le fixa, le cœur battant. Elle voyait, maintenant, qu'elle n'avait pas seulement déplacé un enfant, elle avait déclenché quelque chose de bien plus grand. Madame Claire, toujours en 36B, glissa une main dans son sac et en sortit un petit foulard en lin, délicatement brodé d'un motif de lavande. « Tiens, mon petit, » dit-elle en le tendant à Adrien, alors qu'il passait près d'elle. « Pour te porter chance. » Adrien s'arrêta, surpris, et accepta le foulard avec un sourire reconnaissant. « Merci beaucoup, madame, » murmura-t-il. De l'autre côté, Monsieur Dupont se leva légèrement, maladroit, comme s'il cherchait ses mots. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix hésitante. « Je n'avais pas compris. » Adrien le regarda, sans rancune, et hocha la tête. « Ce n'est pas grave, » répondit-il simplement, avant de reprendre son chemin. Les autres passagers observaient, certains avec admiration, d'autres avec une gêne silencieuse. Ils avaient ignoré Adrien, l'avaient laissé disparaître dans l'ombre de la dernière rangée. Maintenant, ils voyaient ce qu'il portait en lui. À l'extérieur, sur le tarmac, les agents de l'AAC attendaient. Madame Lefort s'adressa à l'équipage, sa voix tranchante. Conformément au protocole, cet avion est sous examen éthique fédéral. Un rapport complet est requis dans les 48 heures. Journaux d'interaction, évaluation de l'équipage, transcription comportementale, tout. Sophie ouvrit la bouche, puis la referma. Personne ne lui dit de se taire, mais elle savait qu'il valait mieux ne rien dire. L'autre agent, un homme plus jeune nommé Monsieur Garnier, se tourna vers Adrien. « Voulez-vous une escorte pour sortir ?» Adrien secoua la tête. « Je vais bien, » répondit-il, sa voix calme mais assurée. Lefort hocha la tête, puis s'écarta. Et ainsi, le garçon que tout le monde avait ignoré, le gamin relégué au mauvais siège, descendit de l'avion en premier. Pas d'applaudissements, pas de musique, juste un silence chargé de sens. La porte se referma derrière lui. À Paris, au siège d'Air France, la salle de réunion était plongée dans un chaos organisé. Les écrans clignotaient en rouge, affichant le même message. Protocole drapeau miroir actif. Audit complet en cours. Le directeur général, M. Beaumont, fixait son équipe, le visage fermé. « Qui est ce gamin ?» demanda-t-il, sa voix basse mais vibrante de frustration. Le responsable de la conformité, M. Lefebvre, déglutit. Adrien Duval, fils adoptif d'Élise Duval. Ancienne directrice d'Equiv Trust. Le nom d'Élise Duval fit l'effet d'une bombe. Les cadres échangèrent des regards, certains blêmissants. Élise était une légende, une femme qui avait fait trembler l'industrie sans jamais élever la voix. Et il avait un accès de niveau 1 demanda Madame Dubois, la directrice financière, sa voix tremblante. Lefebvre hocha la tête. Oui, les données montrent qu'il a activé le drapeau miroir. Tout est exposé, en temps réel. Un silence lourd s'installa. Puis, une alerte. Retrait de 750 millions d'euros des portefeuilles ESG. Dubois s'effondra dans son fauteuil. Nous sommes finis si ça continue. À Oslo,
Dans le centre de données d'Equiv Trust, les analystes observaient les écrans, où les chiffres continuaient de défiler. 80% des enfants déplacés des sièges premium sont issus de l'immigration ou de minorités visibles. 90% voyageaient seuls. 5% ont vu leur siège rétabli. Ces données, implacables, étaient désormais publiques, accessibles aux régulateurs, aux investisseurs et aux médias. Une directive fut envoyée. Retraite immédiate de tout financement des transporteurs non conformes. 3 autres compagnies aériennes européennes entrèrent en mode de crise, leurs données internes exposées, leurs pratiques disséquées. À Nice, alors qu'Adrien descendait du jet bridge, une journaliste locale tenta de l'approcher. Mais il l'ignora poliment, continuant son chemin. Il n'avait pas besoin de parler. Le système parlait pour lui. Les semaines qui suivirent, le siège 36B devint une légende. D'abord, une rumeur circula. Les agents d'embarquement remarquèrent que le siège 36B disparaissait des cartes de siège. Sur les nouveaux avions, il était marqué inactif, sans explication. Puis vint le mémo interne, envoyé à toutes les compagnies intégrées au système SkyEthics. À compter de ce jour, le siège 36B est retiré de l'attribution commerciale sur tous les appareils. Ne pas contourner. Personne ne demanda pourquoi. Il savait. Le siège était devenu un symbole, non pas de punition, mais de réflexion, un rappel que même un seul acte d'injustice pouvait faire trembler des milliards. À Air France, le tableau de bord exécutif restait rouge. Leur score éthique avait chuté sous le seuil de conformité. Les investisseurs gelaient les financements. Les routes étaient suspendues. Et la presse n'avait même pas besoin de fuite. Les données parlaient d'elles-mêmes. Pour continuer à opérer, le conseil d'administration n'eut d'autre choix que de signer une nouvelle norme rédigée par l'Alliance ESG. Le mandat d'équité des passagers. Formation éthique obligatoire pour les équipages, suivi en temps réel des interactions avec les jeunes, les handicapés ou les voyageurs seuls, et signalement automatique des changements de siège discriminatoires. Cela aurait dû arriver plus tôt, mais ce n'étaient pas les régulateurs qui l'avaient imposé. C'était un garçon, un siège, un moment de silence. Adrien ne donna jamais d'interview. Les médias le poursuivirent pendant des semaines, envoyant des courriels, passant des appels, certains allant jusqu'à se présenter à son école en prétendant être des cousins éloignés. Mais il resta silencieux. À la maison, dans la ruelle calme de Montmartre, les rideaux restaient tirés. La maison était paisible, pas triste, mais pleine de mémoire. Le bureau où Élise travaillait sentait encore le cèdre et le papier ancien. Sa tasse reposait sur une étagère, ses notes marquées à l'encre rouge intactes. Un après-midi, Adrien se tint dans cette pièce, seul. Il ne tenait plus la carte drapeau miroir. Elle était rangée, scellée dans l'enveloppe qu'Élise lui avait donnée 1 an plus tôt. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser à nouveau. Ce n'était pas le but. Quelques jours plus tard, un message apparut sur un forum éthique privé, posté par un utilisateur anonyme nommé 36B. Le texte était court, mais percutant. Je n'essayais pas de déclencher quoi que ce soit. Je n'essayais pas de punir qui que ce soit. Je voulais juste m'asseoir là où mon billet disait que je pouvais m'asseoir. Ma mère disait, ne hausse pas la voix pour être entendu. Élève ton standard et fais écouter le système. Ils m'ont déplacé comme si je n'avais pas ma place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste fait ce qu'elle m'a appris. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de position. C'est une question de pause. Si les systèmes ne s'arrêtent pas pour se demander pourquoi ils repoussent les plus silencieux à l'arrière, peut être qu'ils ne méritent pas de continuer à avancer. Le message se terminait par une phrase. Ce n'était pas une vengeance, c'était une question de respect. Le post devint viral, discrètement. Il ne fit pas la une des journaux, ne fut pas repris par les chaînes d'information. Mais en 72 heures, il avait été transmis à tous les cadres de l'industrie aéronautique. Aucun n'essaya de le supprimer. Aucun ne tenta de le contester. Ils le lurent et ils comprirent. 6 mois plus tard, une cérémonie discrète eut lieu dans une salle de l'autorité de l'aviation civile, à Paris. Pas de sponsors, pas de politiciens en quête de projecteurs. Juste une plaque, un siège et un public qui savait ce que ce moment signifiait. Au centre de la scène trônait le siège 36B, retiré de l'avion auquel il appartenait, préservé, inassigné, intact. La commissaire, Madame Claire Beaumont, s'avança, tenant un billet d'embarquement laminé. L'inscription disait « Adrien Duval, vol 4582, siège 36B ». Elle prit une profonde inspiration. Nous avons des protocoles pour la turbulence, les pannes de moteur, les alertes à la bombe, les retards météo, dit-elle,
sa voix ferme mais empreinte d'émotion. Mais ceci est un protocole pour la dignité humaine. À partir de ce jour, le siège 36B restera inassigné sur tous les avions intégrés au système Sky Ethics, pas comme une punition, pas comme un mémorial, mais comme un rappel de ce qui peut arriver quand quelqu'un est forcé de se taire et choisit de parler de la seule manière qui lui reste. La salle resta immobile. Un moment de silence fut observé, non seulement pour Adrien, mais pour chaque enfant, chaque aîné, chaque passager discret qui avait été déplacé, ignoré ou diminué. À Montmartre, Adrien était assis sur le canapé, les genoux repliés sous son sweat, une couverture préférée d'Élise drapée à côté de lui. La télévision était allumée. Le son bas. Il ne dit rien. Son père adoptif, M. Leroux, passa près de lui, s'arrêta et sourit doucement. « Tu l'as vu » demanda-t-il. Adrien hocha la tête, sans expliquer ce qu'il ressentait. Il n'avait pas besoin d'être dans cette salle à Paris. Le système avait enfin répondu. Dans les aéroports à travers le pays, de nouveaux panneaux apparurent sur les jet bridges. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ou activez votre passe. Inspirées par le siège 36B, les hôtesses marquaient une pause lorsqu'elles passaient devant ce numéro. Certaines hochaient la tête, d'autres ajustaient leur veste. Car un jour, sur un vol, un garçon dans un moment de silence avait rappelé à toute une industrie que la dignité n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous protégez, même si vous êtes le seul dans le siège. L'histoire d'Adrien Duval, ce jeune garçon de 12 ans qui, dans un silence éloquent, a fait trembler une industrie entière, résonne profondément dans l'imaginaire collectif français, où la dignité, la justice et la retenue sont des valeurs chères à notre culture. Cette fable moderne, ancrée dans un aéroport, un avion et un siège numéroté 36B, n'est pas seulement celle d'un affrontement entre un enfant et un système. Elle est une méditation sur le pouvoir de l'individu, même le plus discret, face à l'injustice, et sur la force du silence lorsqu'il est armé de vérité. En tant que Français, nous sommes sensibles à ces récits où l'élégance morale triomphe sans fracas, où la révolte s'exprime non pas dans les cris, mais dans une action mesurée, réfléchie, presque poétique. À travers l'histoire d'Adrien, nous pouvons tirer des leçons profondes et pratiques pour notre vie quotidienne, des enseignements qui s'appliquent aussi bien dans nos interactions personnelles que dans nos engagements professionnels et citoyens. Tout d'abord, l'histoire d'Adrien nous enseigne l'importance de la dignité face à l'adversité. Lorsqu'il est arraché de son siège légitime en première classe, Adrien ne réagit pas par la colère ou les larmes, contrairement à ce que beaucoup auraient fait. Il incarne une retenue qui évoque la philosophie stoïcienne, si prisée dans la tradition intellectuelle française, où l'on apprend à maîtriser ses émotions pour mieux agir. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous rappelle que, dans la vie, nous serons parfois confrontés à des injustices, un collègue qui nous sous-estime, une institution qui ignore nos droits, une société qui nous relègue à l'arrière. La leçon ici est claire. La dignité ne se mesure pas à la force de notre voix, mais à la constance de nos principes. Appliquons cela dans nos propres vies. Face à une critique injuste au travail, prenons une profonde inspiration, restons calmes et répondons avec des faits, comme Adrien l'a fait avec son billet et sa carte drapeau miroir. Cette approche, ancrée dans la retenue et la confiance en soi, peut transformer une situation conflictuelle en une opportunité de démontrer notre valeur. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir de l'héritage moral. Adrien agit non pas pour lui-même, mais pour honorer l'enseignement de sa mère adoptive, Élise, qui lui a transmis non seulement une carte, mais une vision du monde. En France, où la famille et la transmission des valeurs occupent une place centrale, cette idée résonne profondément. Élise, avec sa discrétion et son engagement pour la justice, incarne une figure presque voltairienne, une intellectuelle qui agit dans l'ombre pour le bien commun. Elle enseigne à Adrien que la justice n'est pas une quête de gloire, mais une responsabilité. Cette leçon s'applique à nous tous. Quelles valeurs transmettons-nous à nos enfants, à nos collègues, à nos communautés? Dans nos vies, nous pouvons choisir de transmettre non pas la colère ou la rancune, mais des principes d'équité et de respect. Par exemple, dans un cadre professionnel, cela peut signifier défendre un collègue ignoré lors d'une réunion ou dans la sphère personnelle, enseigner à nos proches l'importance d'écouter ceux qui sont souvent réduits au silence. Un autre enseignement clé est le pouvoir du silence stratégique. Dans la culture française, où l'éloquence est célébrée, le silence est parfois sous-estimé. Pourtant, Adrien montre qu'il peut être une arme redoutable. Son silence n'est pas celui de la résignation, mais celui de la réflexion, de l'attente du moment juste pour agir. Cette idée rappelle les maximes de La Rochefoucauld, qui soulignait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Dans nos vies,
nous pouvons adopter cette approche. Au lieu de réagir impulsivement à une provocation, prenons le temps de réfléchir, de rassembler nos arguments et de choisir le moment où notre action aura le plus d'impact. Par exemple, face à une injustice dans une association ou une entreprise, au lieu de confronter directement, nous pouvons documenter, analyser et présenter nos observations de manière structurée, comme Adrien l'a fait en activant le système drapeau miroir. L'histoire d'Adrien nous invite également à reconnaître l'invisibilité des autres. Dans l'avion, les passagers, à l'exception de Madame Claire, ignorent initialement Adrien, le voyant comme un simple enfant, une anomalie à corriger. Cette indifférence reflète une tendance universelle à ignorer ceux qui ne s'imposent pas bruyamment. En France, où l'égalité est une valeur républicaine fondamentale, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous devons apprendre à voir ceux que nous avons tendance à oublier. Le collègue discret, l'enfant timide, le voisin marginalisé. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Demander l'avis de quelqu'un qui parle peu en réunion, offrir un sourire à un inconnu dans le métro, ou signaler une injustice lorsque nous la voyons, comme l'a fait Adrien. Ces petites actions, cumulées, peuvent transformer nos communautés en des espaces plus inclusifs. Enfin, l'histoire nous rappelle que les systèmes, bien que puissants, sont façonnés par des individus. Le drapeau miroir, créé par Élise, n'est qu'un outil. C'est Adrien qui lui donne vie. Cela nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer les systèmes qui nous entourent, qu'il s'agisse de notre lieu de travail, de notre école ou de notre société. En France, où l'engagement citoyen est une tradition forte, depuis les salons littéraires du XVIIIe siècle jusqu'aux mouvements sociaux contemporains, cette idée est essentielle. Nous pouvons, comme Adrien, utiliser les outils à notre disposition, une pétition, une plainte formelle, un vote, pour faire entendre notre voix. Par exemple, si nous constatons une discrimination dans notre environnement, nous pouvons signaler, documenter et exiger des changements, même si cela demande du courage et de la patience. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur la dignité, le silence et le pouvoir de l'action individuelle, alors agissez à votre tour. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour qu'ils découvrent eux aussi le message d'Adrien. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû choisir entre le silence et l'action? Partagez votre histoire, votre ressenti, ou simplement un mot qui résume ce que cette vidéo vous a appris. Ensemble, faisons entendre les voix des invisibles, comme Adrien l'a fait depuis le siège 36B. Votre geste compte et nous lisons chaque mot.